Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Omerta. Aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Monsieur Francis Lalanne, un grand artiste français qui s'est fait connaître en 79, Oui, c'est ça, absolument. avec la Maison du Bonheur. Vous avez aussi travaillé avec Disney dans Notre-Dame de Paris, au cinéma, au théâtre, et vous vous êtes fait remarquer, si j'ose dire, pendant la dictature, la Oui. crise sanitaire. Ah bah, la dictature sanitaire, c'est une très le terme est parfaitement approprié. Voilà, vous avez pris position, contrairement à d'autres artistes qui ont préféré se taire. Vous avez élevé votre voix pour défendre, selon vous, les droits des Français. Oui. Alors, j'aimerais commencer cette interview en vous demandant, selon vous, quel est l'état de la France aujourd'hui? Alors, c'est une question très intéressante, parce qu'on pourrait parler matériellement de l'état de la France, c'est-à-dire la France est ruinée, elle est dans une situation qui est même en dessous de ce que pourrait être la situation d'un pays en voie de développement. La France n'a plus rien, n'est plus rien. Mais surtout, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est l'état des Français et des Françaises. C'est dans quel état sont-ils? Et ce que j'attends aujourd'hui du peuple français, c'est un réveil, c'est une révolte. Et je trouve que il y a en ce moment dans le cœur des Français quelque chose une sorte de verrou, une sorte d'inhibiteur qui empêche la France d'être la France parce que le peuple français s'empêche d'être le peuple français. C'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que je trouve que notre peuple n'est plus à l'image de ce que notre pays représente pour le reste du monde. Et ça peut s'expliquer de mille manières, mais quand vous dites très gentiment que je m'expose, c'est justement dans cette dénonciation que je fais de ce qu'on fait subir à notre pays. J'attends tout d'un coup que mes prises de position soient relayées par une mobilisation qui n'ait plus besoin de mes services. Vous comprenez que des gens comme moi, ils sont là pour ramasser un drapeau quand celui qui le porte est tombé. Ils sont là pour sortir les premiers de la tranchée et prendre sur eux toute la mitraille, mais c'est dans un but quand même. Et c'est pas pour se battre à la place des autres. C'est pour se battre pour les autres, mais pas à la place des autres. Et en ce moment, parfois j'ai l'impression de me battre à la place des autres. Et c'est d'ailleurs la question que je me pose, c'est est-ce que dans ces conditions, est-ce que j'ai raison de le faire? Est-ce que j'ai raison d'être plus royaliste que le roi, enfin que le souverain, c'est-à-dire que le peuple? Car c'est le peuple le souverain, normalement, dans notre Constitution, et pas le chef de l'exécutif. Donc aujourd'hui, je pense que la France est dans un mauvais état. Ça, c'est un secret pour personne, c'est le secret de Polichinelle sur le plan matériel, mais surtout, je pense que c'est sur le plan moral, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Je pense que le peuple français semble se comporter comme un peuple apeuré. Et c'est une image de mon peuple que je ne veux pas avoir, à laquelle je ne veux pas croire. Donc j'essaye, à mon petit niveau, de faire suffisamment de bruit pour qu'il se réveille. Et j'attends vraiment de mon peuple aujourd'hui un réveil. Quel regard vous portez sur la démocratie en France, sur l'évolution de la démocratie? Vous avez été critique pendant la période du Covid. Est-ce que vous avez vu une évolution? Qu'est-ce que vous pensez de l'état de la France, politiquement parlant? Alors, politiquement, il faut qu'on arrête d'appeler notre système une démocratie. La République, déjà, n'est pas une démocratie, parce que dans une République, il y a des représentants du peuple qui ont un rôle à jouer. Une République peut avoir, mais ce n'est pas le peuple lui-même qui s'autogère comme le devrait un peuple dans une démocratie. Une démocratie, c'est
c'est un système qui n'a jamais existé hein, sur la planète, hein, à l'échelle nationale. Ça existait à l'échelle d'une ville et encore. C'était des villes antiques et dans lesquelles il y avait des esclaves et où tout le monde ne votait pas. Mais je veux dire que la démocratie, c'est un concept plus qu'un système, vers lequel tendent des régimes qui veulent impliquer le peuple dans la gestion des affaires du pays. Et de ce point de vue-là, la République proposait quelque chose qui pouvait s'apparenter à un fonctionnement démocratique. C'est-à-dire que, en suivant les préceptes de Montesquieu, on avait à l'époque, parce qu'aujourd'hui il faudrait rajouter d'autres pouvoirs que ceux qui ont fondé le principe républicain. Donc il y avait des pouvoirs qui devaient être séparés, hein, c'est-à-dire que fractionnés. Hein. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire celui de faire les lois, le pouvoir exécutif, celui de les faire exécuter, et le pouvoir judiciaire, celui de juger du bon fonctionnement du système et, j'allais dire, de la pertinence de certaines mesures qui sont prises par les uns, par les autres, par les représentants, etc., etc. Bref. Dans ce principe où le pouvoir est fractionné, chaque pouvoir a deux rôles. D'abord le sien, hein, on l'a rappelé, le pouvoir judiciaire, c'est de veiller à la bonne justice, le pouvoir législatif, c'est de faire les lois, de les voter, le pouvoir exécutif, de les faire exécuter. Mais chaque pouvoir a un devoir de vigilance. C'est-à-dire, comme disait Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire que chaque pouvoir étant séparé, étant fractionné, doit veiller aussi à ce que l'autre n'abuse pas de sa prérogative. Donc il y a ce devoir de vigilance qui est essentiel pour le bon fonctionnement démocratique d'une république. Or, aujourd'hui, que vivons-nous politiquement? Nous vivons dans un système qui prétend être une démocratie, c'est-à-dire une république qui prétend avoir un fonctionnement démocratique, pour être plus précis, mais dans lequel les pouvoirs ne sont pas fractionnés, ne sont pas séparés, comme l'exige l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Et non seulement les pouvoirs ne sont pas séparés, puisque aujourd'hui, c'est le chef de l'exécutif, enfin, qui ne l'est pas constitutionnellement, mais qui aujourd'hui se présente comme tel, c'est-à-dire le dit président de la République, qui fait les lois, qui impose sa volonté, qui annule la prérogative législative de l'Assemblée nationale et du Sénat, et donc qui ne garantit pas les droits. Or, parce qu'à partir du moment où les pouvoirs ne sont plus séparés, les droits ne sont plus garantis. Et l'article 16 nous le dit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, toute société dans laquelle le gouvernement ne garantit pas les droits et dans laquelle les pouvoirs ne sont pas séparés n'a point de constitution. Donc aujourd'hui, la France n'a point de constitution. C'est-à-dire aujourd'hui, la France, politiquement, n'existe plus. Elle n'a plus d'existence juridique, elle n'a plus d'existence politique. Aujourd'hui, le fonctionnement démocratique de la France est un mythe. Aujourd'hui, la France est une sorte de monarchie oligarque, hein, c'est-à-dire c'est un monarque qui règne et qui impose un pouvoir absolu à des assemblées qui ne fonctionnent pas comme elles le devraient, qui tous les jours violent la Constitution alors qu'il en est le gardien, et qui s'appuie sur des milliardaires, hein, des oligarques qui financent ce coup d'État, hein, parce que c'est un coup d'État qui a été opéré sur nos institutions par celui qui aujourd'hui devrait en être le gardien. Et donc un coup d'État silencieux, un coup d'État qui ne se montre pas, qui ne se définit pas en tant que tel, mais par son fonctionnement, qui est un coup d'État. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une seule personne en France qui décide, et à partir du moment où la représentation nationale est complice de cela, ne s'engage plus en contrôlant, en surveillant l'abus de pouvoir de l'exécutif et ne se prononce pas contre cet abus de pouvoir, ne met pas
en action les protocoles qui lui permettent de le dénoncer, il n'y a plus d'Assemblée nationale, il n'y a plus de représentation nationale. On a des gens qui sont payés à prix d'or pour s'agiter sur les bancs de l'Assemblée, mais qui n'agissent pas, qui ne font pas leur devoir et qui ne respectent pas leur propre mandat. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, on est dans un mensonge. On est dans un mensonge. Je me rappelle... à Cuba, un jour, j'avais demandé un alcool, hein, et ça s'appelle le Cuba Libre, cet alcool, c'est un cocktail. Et le gars me dit, ah, tu quieres beber una mentira. Le Cuba Libre, ils appellent ça una mentira, ça veut dire un mensonge. Ils appelaient ça, les Cubains. Aujourd'hui, on est dans una mentira. C'est-à-dire qu'on est dans une république qui se définit comme étant une démocratie, ce qui déjà est un contresens, mais on est dans une république qui, abolissant son fonctionnement démocratique, se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, et impose finalement au peuple français, de la manière la plus abjecte qui soit, un monarque absolu. Et ça, c'est la grande escroquerie républicaine. C'est-à-dire pourquoi et comment on en arrive là. C'est-à-dire que du temps des rois, on pouvait toujours s'en prendre au roi. On pouvait toujours dire au roi, oui, tu nous imposes ta volonté, nous allons te démettre, parce que finalement, tu es le responsable de cela. Mais avec la supercherie de l'élection au suffrage universel, et du type d'élection que nous connaissons dans notre système, lorsque ça arrive, lorsqu'un monarque républicain abuse de ses prérogatives, comme ça a été très souvent le cas dans l'histoire de la République, eh bien, finalement, on se retourne vers le peuple et on lui dit « mais tout ça, c'est votre faute. C'est vous qui avez voté pour cette personne. C'est vous les responsables. » Et donc, on ne peut plus se retourner contre soi-même. Et ça, c'est la grande escroquerie républicaine. Mais aujourd'hui, et j'espère que nous allons en parler, je crois que la renaissance du peuple français passe par justement une reconquête de sa souveraineté. Justement, j'allais vous demander qu'est-ce qui doit être profondément réformé pour qu'on ait enfin une vraie république. Eh bien, pour qu'on ait enfin une république digne de ce nom, il faut retrouver l'essence de la démocratie dans l'action collective, dans l'action citoyenne, dans l'action civique. Et ça, c'est complètement possible aujourd'hui. Mais, pour cela, il faut cesser d'avoir peur. Vous savez, à la tête du régime qui opprime aujourd'hui le peuple français, il y a un épouvantail. Et d'ailleurs, il a commencé sa carrière scénique au collège, dans une pièce de théâtre qui était montée par... Vous l'avez vu peut-être, l'extrait, il y a des extraits qui sont passés. Ben oui, où on voit le ou la future compagne de l'actuel président de la République mettre en scène un spectacle où il joue un épouvantail. C'est peut-être un signe que nous envoyait la destinée pour nous avertir de ce qui menaçait déjà en la personne de ce jeune garçon, ce qui serait un jour la France que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un qui finalement a été formaté pour être un épouvantail. Mais est-ce que nous sommes des moineaux ? Est-ce que nous, les Françaises et les Français, nous sommes des moineaux? Est-ce que nous sommes des oiseaux qui doivent avoir peur d'un épouvantail? Non. Et aujourd'hui, finalement, pour que la France redevienne, en tout cas dans son essence, un pays démocratique, il faut que le peuple, démos, parte à la reconquête de sa souveraineté en la revendiquant, sa souveraineté. Et pour ça, je crois que nous sommes un certain nombre, quand je dis nous, c'est pour ça que nous avons mis en place quelque chose qui pourrait être pris en compte par le peuple français et lui permettre finalement de revendiquer sa souveraineté. Vous savez, je pense que nous sommes nombreux à être le nombre. Vous voyez ? Nous sommes le nombre. Nous sommes le nombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous demandez aux Français s'ils sont contents de ce qu'ils vivent politiquement, ils vont vous dire non, à 99%.
Si vous leur demandez si ils sont en accord avec le chef du régime qui opprime la France aujourd'hui, ils vont vous dire que non. Si vous leur demandez, à 99%, si vous leur demandez s'ils souhaiteraient qu'il fût destitué, tout le monde, à 99%, vous dire oui, on veut qu'il dégage, on ne veut plus le voir, etc. Mais combien sont-ils à le manifester? Combien sont-ils à le montrer? Nous sommes le nombre, mais le problème que nous connaissons dans notre pays, c'est que nous ne sommes pas nombreux à montrer que nous sommes le nombre. Et aujourd'hui, ce qu'il faut absolument, c'est créer des supports qui permettent au peuple français d'avoir le courage de revendiquer sa souveraineté. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on a tellement fait régner la peur depuis la mésaventure covidienne. On a tellement Ça a été le point déclencheur pour vous? Oui. Il y a eu les Gilets jaunes. Pendant la période des Gilets jaunes, jusqu'à ce qu'on déchaîne la répression policière sur les civils qui manifestaient, il y a eu... La peur était du côté du pouvoir. Le pouvoir a eu peur. Et donc, en fait, il fallait empêcher que cette situation puisse se reproduire. Et le Covid a servi à ça. On a tellement fait peur aux gens qu'on les a soumis. On les a soumis. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'on en est arrivé à agir sur la conscience collective au point que des parents viennent offrir leur enfant en sacrifice pour engraisser des laboratoires pharmaceutiques. Leurs propres enfants. Ils les ont fait piquer comme des rats dans un laboratoire. Ils leur ont fait injecter un produit dont on ne sait rien, dont on ne savait rien, et qu'on a présenté comme étant un vaccin alors que ce n'est pas un vaccin. Et dont aujourd'hui encore les gens meurent. Je veux dire parce que tous les jours des gens meurent de cette injection létale. Qu'est-ce que vous pensez, parce que pendant cette période-là, à la télévision, on entendait les morts tous les soirs, que le vaccin était sûr et efficace. Qu'est-ce que vous pensez de ces paroles prononcées par le gouvernement? Écoutez, regardez autour de quoi tourne en permanence le discours du gouvernement. Autour de la mort, de la guerre, de l'avortement, de l'euthanasie. On nous fait vivre dans la mort. On nous parle de la mort toute la journée. On nous fait peur avec la mort, comme si la mort n'existait pas avant. Vous voyez ce que je veux dire? On sait depuis notre naissance qu'un jour on va mourir. La mort fait partie de la vie. Je veux dire, la peur de la mort, c'est le commencement de l'esclavage, de la soumission au pouvoir. Je veux dire, la peur. Je veux dire, aujourd'hui, ce régime satanique, ce régime veut broyer la conscience populaire en lui parlant de la mort toute la journée, en le faisant vivre avec la mort. Attention, vous allez mourir d'un virus hypothétique. Peut-être demain, vous allez mourir parce que le méchant Poutine a le couteau entre les dents et va venir nous envahir. Vous allez mourir. Et puis maintenant, il faut absolument mettre... l'avortement dans la Constitution, il faut vraiment que nous soyons une société qui admette qu'il est bon de tuer les enfants dans le ventre de leur mère. Et maintenant, bien sûr, on va aussi tuer les vieux, parce que tuer les enfants dans le ventre de leur mère, c'est pas suffisant. Il faut que ça soit institutionnel aussi de tuer les vieilles personnes. Je suis pas... moralement, je suis contre l'avortement. Maintenant, je fais pas partie des gens qui disent qu'il ne faut plus autoriser l'avortement ou que une femme ne doit pas avoir le droit de disposer à un moment donné de la vie qu'elle a fait naître dans son corps. Ça, c'est une chose, il ne faut pas toucher à ça. La loi Veil, quoi qu'on ait pu en dire, et quelle que soit la morale des uns et des autres, je veux dire, tout ça se passe dans le corps d'une femme, et bien évidemment, c'est à une femme d'en décider et à personne d'autre. Il y a une société, et donc elle doit avoir le droit d'aller jusque-là, si elle le désire, si elle se ressent que c'est important pour elle, pour son enfant. Tout ça se passe dans son corps, et tout ça doit rester la décision d'une femme. Mais aller jusqu'à mettre ça dans l'institution,
comme aujourd'hui, vous allez voir qu'ils vont mettre l'euthanasie dans l'institution. C'est mettre la mort dans l'institution. Le droit de donner la mort dans l'institution. C'est-à-dire que c'est désacraliser la vie. C'est-à-dire en sacralisant le meurtre, vous voyez ce que je veux dire, on désacralise la vie. Et ça, si vous voulez, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Lorsqu'on met un meurtre dans l'institution, c'est que on veut désacraliser la vie et sacraliser la violence, sacraliser l'acte qui consiste à s'en prendre à la vie. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est satanique, il faut le dire. Moi, je suis chrétien, c'est pour ça que j'emploie ce mot. Et, comment dire, aujourd'hui, c'est sur cette base qu'on essaie d'emmener notre peuple à la guerre. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où vous sacralisez la violence, l'acte qui consiste à ôter la vie, à partir du moment où vous désacralisez la vie, le respect du vivant, vous pouvez emmener un peuple de zombies vers la guerre, sans aucune raison valable. Et si vous voulez, c'est ça que nous sommes en train de vivre. Et c'est ça qui aujourd'hui a complètement, comment dire, transformé notre peuple en ce qu'il ne devrait pas être, c'est-à-dire un peuple qui accepte l'inacceptable et qui se laisse finalement conduire comme un troupeau de moutons. Alors justement, qu'est-ce que... Pardonnez-moi encore de vous interrompre, Anne. Mais c'est pareil avec ce qui se passe dans les maternelles. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, chacun est libre d'avoir la sexualité qu'il désire. Mais venir faire du prosélytisme avec ça dans les maternelles, venir expliquer dans les maternelles à nos enfants... Vous parlez des LGBT oui. dans les... Ouais. C'est-à-dire venir expliquer dans les maternelles à nos enfants qu'ils peuvent... être un garçon, oui, même si... Voilà, et venir leur donner des cours de... Puis il y a des cours d'éducation sexuelle très jeunes aussi maintenant. Ben oui, où maintenant on leur explique à 5 ans ce que c'est que la sodomie. Non. Si vous voulez, ça c'est ce vers quoi on veut faire basculer notre société et ce vers quoi le peuple français ne doit pas aller. Ce contre quoi le peuple français doit se dresser aujourd'hui, s'il est encore le peuple français, ce pourquoi je me bats, moi, à mon petit niveau. Je me bats contre ça. Et je me bats pour que le peuple français se batte contre ça. Et je l'écris, je le chante, je m'expose pour défendre cette vision de mon pays et pour condamner l'autre, celle qu'on veut lui donner à lui-même, celle que le pouvoir, le régime actuel veut donner à notre pays, de lui-même. Nous ne sommes pas un pays où l'on doit... enfin, c'est mon opinion, hein, vous allez me trouver péremptoire, mais... Ah non. Nous ne sommes pas un pays qui doit sacraliser la violence et l'acte qui consiste à ôter la vie, et qui doit désacraliser la vie et le respect du vivant. Nous ne sommes pas un pays qui doit faire de la nature quelque chose qui n'est pas naturel. Et qui doit faire de quelque chose qui n'est pas dans la nature quelque chose de naturel. Je pense que c'est même ôter à ceux qui se révoltent contre la nature leur condition de rebelle. Je veux dire, si on veut faire de l'hygiénisme avec ce qui est contre nature, pourquoi aller contre la nature ? Si tu veux aller contre la nature, sois un rebelle. Assume le fait que tu te rebelles contre la nature. Ne transforme pas cette rébellion en institution en abusant de ton pouvoir pour transformer la nature et changer la nature en ta nature. En idéologie, oui. Oui, c'est-à-dire que la nature de chacun, ça regarde chacun. Mais la nature de la nature, ça regarde la nature. Et on n'a pas aujourd'hui à faire dévier la nature en faisant des lois qui le permettent et en transformant tout ça en institution pour justifier l'injustifiable. Et en ce qui concerne les enfants,
disons-le, dépénaliser la pédocriminalité. Puisque c'est ça qui se cache derrière ce projet. Voilà. Concernant la France, qu'est-ce que vous pensez de la souveraineté de la France? Quelle est sa place dans l'Union européenne? Est-ce que vous pensez que la France a encore un poids dans l'Union européenne? Est-ce qu'il y a encore une identité française? Non. Non. Le projet, c'est qu'il n'y ait plus d'identité française. Le chef du régime actuel qui opprime la France l'a dit, il n'y a pas de culture française. Non. Le but, c'est de créer une sorte d'Europe globale. Fédérale. Oui, où chaque nation sera une région, qui obéira à un pouvoir central où les gens ne seront même pas élus. Non, et puis on voit bien, là, à un moment donné, ce qui s'est passé pour le Mercosur. Donc, la personne qui a reçu l'occupant de l'Élysée lui a dit « Tu n'as rien à dire. Tu n'empêcheras pas les accords de libre-échange avec le Mercosur. Tu n'es rien. » Aujourd'hui, c'est Madame van der Leyen qui décide, ce n'est pas toi. Tu n'es rien. Donc, comment vous pensez que le chef de l'État français est vu à l'international par... On a vu Trump aujourd'hui qui a dit que Macron se trompait tout le temps. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information. Mais tout le monde méprise cette personne. Cette personne est profondément méprisable. Elle se comporte d'une manière éhontée. Enfin, c'est quelqu'un de méprisable. Il est méprisé par tous les grands de ce monde. Et de ce fait, notre pays en pâtit. Parce qu'il se présente comme étant l'image de la France. Il n'est l'image que de lui-même. Et le problème, c'est que du coup, à l'étranger, on a tendance à nous voir comme des gens qui sont d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça. C'est ce que j'ai expliqué au peuple russe quand je suis rendu en Russie. Ne confondez pas le peuple français avec la personne qui, à l'heure aujourd'hui, se présente comme étant le président de la République. Et qui ne l'est pas. Alors justement, quelle est votre position concernant le conflit Russie-Ukraine? Alors, ma position, c'est que cette affaire ne nous regarde pas. Et que nous n'aurions jamais dû nous mêler de ce règlement de compte entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, si le conflit dure, c'est parce que l'Union européenne a mis de l'huile sur le feu, a empêché finalement à un certain moment M. Zelensky de négocier avec M. Poutine et a voulu transformer cette opération militaire spéciale en guerre. Parce qu'ils ont tous besoin de la guerre. Ils veulent la déclencher et si on ne fait rien, ils vont la déclencher. Moi, j'ai beaucoup d'amis ukrainiens et je souffre avec eux de cette guerre. J'ai beaucoup d'amis russes et je souffre avec eux de cette guerre. Moi, ma position, elle n'est pas contre l'Ukraine. Moi, je pense que le gouvernement actuel de l'Ukraine est un gouvernement à la solde de l'OTAN et des globalistes et des satanistes et qui ne fait pas du bien aux Ukrainiens. Je pense que les Ukrainiens méritent mieux que l'actuel gouvernement. Je pense que l'intervention de M. Poutine et de la Russie dans le Donbass était légitime, parce qu'il y avait des exactions qui étaient commises dans le Donbass, et qu'à un moment donné, M. Poutine a essayé la négociation pendant 8 ans. Les gens qui étaient garants de la négociation de Minsk, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, n'ont pas joué leur rôle et n'ont pas fait respecter ce qui avait été donc arrêté lors des accords de Minsk. Et donc, le gouvernement ukrainien ayant violé les accords de Minsk et s'apprêtant à commettre un pogrom dans le Donbass, puisqu'il y avait des troupes très importantes qui étaient rassemblées à la frontière du Donbass dans le but évident de se livrer à des exactions, à un moment donné, les Russes étaient obligés d'intervenir pour secourir les populations russophones du Donbass, les républiques autoproclamées de Lugansk et de Donetsk, et nous n'avions pas à nous mêler de cette histoire. Elle se serait réglée. Elle se serait réglée entre Russes et Ukrainiens. Vous savez, ce sont des... Il y a dans leur histoire, hein, car c'est une guerre civile qui se déroule là-bas.
C'est une guerre entre Ukrainiens qui ne veulent pas être Russes et Russes qui ne veulent plus être Ukrainiens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une guerre civile, elle est tragique. Mais ça se serait réglé assez rapidement. Dès le début de l'opération militaire spéciale, la ligne de front avançait très rapidement. Les Russes étaient en train très rapidement d'obtenir ce qu'ils voulaient. Et M. Zelensky a voulu négocier au départ. Et c'est l'Angleterre qui lui a dit non, il ne faut pas négocier. On va vous envoyer des armes, on va vous aider. Voilà, on va tous s'unir avec vous contre les Russes. Et c'est ça qui a fait que le conflit a duré, s'est étendu, a pris des proportions qu'il n'aurait jamais dû prendre. Et en se mêlant de cette histoire, l'Union européenne a transformé ce qui devait n'être qu'une opération militaire spéciale en guerre aujourd'hui. Et aujourd'hui, au moment où il y a encore des négociations pour la paix qui se sont entamées entre les Russes et les Ukrainiens, eh ben, l'Europe continue à essayer de mettre l'Union européenne continue à essayer de mettre de l'huile sur le feu et à empêcher la paix d'être signée. Donc aujourd'hui, c'est très très clair. L'Union européenne veut entraîner les nations de l'Union européenne dans une guerre qui arrange uniquement les dirigeants des États-nations. Et c'est ce qui va se passer si on ne réagit pas. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'aimerais faire des propositions à ce sujet. J'allais y venir. Alors j'ai juste une question, encore deux petites questions. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs qui disent que vous êtes payé par les Russes? Chaque fois, je suis payé par quelqu'un. Alors là, ils avaient sorti quoi au départ? Ils avaient sorti que j'étais payé par l'Élysée pour ne pas aller chanter en Russie. C'était le truc qui circulait dans les réseaux. Donc Francis Lalanne est parti donc de l'Élysée avec une mallette qui lui avait été donnée donc par l'occupant de l'Élysée pour qu'il n'aille pas chanter en Russie. Et maintenant que je vais chanter en Russie et que je vais défendre le peuple français, l'amitié franco-russe et porter la voix du vrai peuple français en Russie, maintenant c'est parce que je suis payé par la Russie. Qu'est-ce que je suis riche alors? C'est formidable, hein, tout cet argent que je gagne. Hein, on se demande vraiment pourquoi je fais tout ça avec tout cet argent que je gagne. Franchement, je pense que je devrais être en vacances déjà, non? Vous ne seriez pas en vacances avec tout cet argent? Non. Tout ce que je fais là, non seulement ne me rapporte pas d'argent, mais hélas m'en coûte énormément. Parce que du fait de mon engagement, je subis, comment dire, une sorte de mise en quarantaine qui me tient éloigné de mon lieu de travail, qui me tient éloigné du monde médiatique, qui me tient éloigné de la scène, puisqu'on me ferme les salles, je n'ai accès à rien, ni à aucune subvention, ni aucune salle de spectacle. Les gens qui veulent travailler avec moi sont menacés de contrôles fiscaux. Il y a des consignes qui sont données pour que je ne puisse pas me produire dans les salles dans lesquelles je me produis. Donc pour moi, professionnellement, c'est une catastrophe. Mais justement, je fais ça pour montrer l'exemple et dire aux gens, n'ayez pas peur de vous engager, n'ayez pas peur de vous dresser contre ce pouvoir, de le dénoncer, coûte que coûte. Et si, vous savez, je ne suis pas le seul. Regardez les aides-soignants, les soignants, les infirmiers qui ont dit non et qui ont été suspendus, les pompiers qui ont dit non et qui ont été suspendus, tous ces gens qui, à un moment donné, ont perdu leur travail parce qu'ils refusaient de se soumettre. Je suis comme eux. Aujourd'hui, je suis suspendu. Voilà. Et heureusement que je chante, que j'écris et que je parle en 3 langues, ce qui me permet aujourd'hui de travailler à l'étranger. Mais dans mon pays, je ne peux plus travailler. Donc, non seulement tout ça ne me rapporte pas d'argent, mais tout cela
me met dans une situation difficile, mais je ne céderai pas pour autant. Oui, j'irai jusqu'au bout. Il y a une chanson, une très belle chanson chantée par un jeune chanteur russe qui s'appelle Shaman, en Russie, qui dit Ya Ruski, et Ya idu do konca. Ça veut dire je suis russe et j'irai jusqu'au bout. Eh bien, j'ai envie de leur dire Ya francuski, Ya idu do konca. Je suis français et j'irai jusqu'au bout. J'ai aussi remarqué que lorsque nous parlons d'Emmanuel Macron, vous n'utilisez jamais le mot président. Non. Est-ce que c'est volontaire? Oui. D'ailleurs, j'évite de prononcer son nom, qui à mon sens ne vaut même pas un crachat. C'est un employé. Il est employé par des forces occultes qui, hélas, veulent faire basculer le monde dans le chaos. Et voilà, c'est l'employé de l'année. C'est un bon chien-chien qui fait ce qu'on lui dit. Mais il n'aurait absolument aucun pouvoir aujourd'hui et il serait absolument incapable de faire ce qu'il fait si les véritables responsables, eux, faisaient leur devoir. C'est-à-dire, je parle de la représentation nationale. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut déplacer le curseur. On parle trop de cette personne. Et d'ailleurs, c'est fait exprès. Il est là comme un paratonnerre pour attirer la foudre sur lui. Parce que pendant que les gens déclenchent leur haine contre lui, s'en prennent à lui, il est ce paratonnerre qui attire la foudre. Et pendant ce temps-là, on ne voit pas ce qui se passe réellement. Et ce qui se passe réellement, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de représentation nationale. Aujourd'hui, la représentation nationale étant complice du pouvoir, on peut avoir un tyran au pouvoir. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Si nous avons un tyran aujourd'hui au pouvoir, c'est parce que la représentation nationale est démissionnaire, voire complice de cette tyrannie. Et aujourd'hui, je dis aux gens, il faut déplacer le curseur et il faut s'en prendre non pas à cet individu qui est un pion, c'est un pion. C'est un pion d'ailleurs, il faut voir comment il parle comme un pion. Il ne parle pas comme une personne qui a une pensée, qui a une réflexion. Il parle, vous savez, un peu comme les GPS, vous savez. Tournez à droite, prenez la rue, machin. C'est un perroquet. Mais aujourd'hui, si nous en sommes à ce point, c'est parce que nous n'avons pas de représentation nationale. Et c'est vers la représentation nationale aujourd'hui qu'il faut se tourner pour exiger d'elle qu'elle mette fin à cette situation. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça, si vous voulez. Exactement, j'allais vous dire, quelles sont les solutions Alors, il y en a forcément plusieurs, moi j'en propose une. Je vous disais tout à l'heure que nous étions le nombre, mais que nous n'étions pas nombreux à montrer que nous sommes le nombre. Aujourd'hui, il y a eu une telle répression sur les civils dans les manifestations que les gens ont du mal à sortir, ils ont du mal à manifester, ils se disent « je vais peut-être pas aller perdre un œil aujourd'hui ou me faire arracher une main ». Et donc, à un moment donné, c'est compliqué de se manifester en tant que masse critique dans ce pays, puisque les moyens démocratiques que nous avions ont été aujourd'hui condamnés par la coercition qui a été mise en place par le régime actuel. Et donc, avec un certain nombre d'amis influenceurs, on s'est rendu compte qu'il y avait une pétition qui avait été déposée sur le site de l'Assemblée nationale et qui demandait la destitution de l'actuel chef du régime qui opprime la France. Et donc, on a regardé, il y avait 150 personnes qui avaient signé cette pétition. Et donc, c'était Olive qui a décidé de prendre le taureau par les cornes. On s'est rassemblés autour de lui. Et il a fait ce qu'on appelle un live de 24 heures. Et en 24 heures, et 2-3 jours en plus, la pétition a décollé. C'est-à-dire que à la fin des 24 heures, on était à 20 000 signatures. C'était il n'y a pas très très longtemps. On est passé de 150 à 20 000. Hein. Et aujourd'hui, on a dépassé les 50 000 signatures. Alors il faut savoir que si on arrive à 100 000 signatures,
l'Assemblée nationale est obligée de se saisir du dossier et de mettre à l'ordre du jour la proposition du peuple français de déclencher le protocole de destitution sur le fondement de l'article 68 par la saisine de la Haute Cour. Et on peut agir à ce moment-là. Et donc, je me dis, voilà une pétition qui est sur France Connect. Donc, vous mettrez le lien, s'il vous plaît, pour donner accès à cette pétition aux gens qui nous regardent. Leur dire qu'on mettra aussi un tuto pour vous expliquer comment ça marche pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Mais voilà un moyen de montrer que nous sommes le nombre. Voilà un moyen de montrer que nous ne sommes pas contents. Voilà un moyen de montrer que nous voulons que cette personne s'en aille et ne nous mène pas vers la guerre. Parce qu'aujourd'hui, cette pétition, pour moi, ce n'est pas simplement une pétition contre ce régime et contre le roitelet républicain qui le dirige. Non, c'est une pétition pour la paix. Aujourd'hui, signer la pétition pour la destitution de l'actuel occupant de l'Élysée, c'est signer une pétition contre la guerre. Parce que si demain il est destitué, il n'y aura pas la guerre contre la Russie. Si demain il est destitué, ça veut dire que nous avons à nouveau une Assemblée nationale et que nous avons à nouveau une représentation nationale, que nous sommes à nouveau représentés en tant que peuple et que donc la République peut à nouveau retrouver une respiration démocratique. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire à tous ceux qui en France sont pour la paix, contre la guerre avec les Russes, il faut qu'ils signent cette pétition. Signez cette pétition. Je vous assure, c'est signer cette pétition, c'est se donner une chance aujourd'hui de ne pas entrer en guerre. Parce que si on ne le fait pas, si l'actuel occupant de l'Élysée va jusqu'au bout de son mandat, ce sera la guerre. D'ailleurs, il sera reconduit automatiquement par la guerre. C'est-à-dire que non seulement on ne s'en débarrassera pas, mais il restera davantage. Avec l'état d'urgence. Et ça sera la désolation. Parce qu'il faut bien comprendre que ces images que nous voyons aujourd'hui, à Gaza par exemple, c'est... demain, ça peut arriver chez nous, et ça peut aller très vite. Oui, parce que même avec le conflit avec l'Iran, il commence à s'en mêler. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Les Iraniens, voilà... Aujourd'hui, ce qui arrive là-bas peut nous arriver à nous. Et c'est ce qu'ils veulent, les dirigeants de l'Union européenne. C'est ce qu'ils veulent. Pourquoi vous pensez qu'ils veulent ça ? Parce qu'ils ont besoin de cette guerre, parce que c'est la seule façon qu'ils auront de pouvoir être, comment dire, dédouanés de leurs crimes. Ce sont des gens, ce sont des criminels. Ce sont des gens qui ont précipité l'Union européenne, tous les États-nations de l'Union européenne dans la faillite, dans la banqueroute, dans la soumission à l'OTAN et à la barbarie américaine. Aujourd'hui, je pense que Trump n'est pas sur la même ligne que les barbares démocrates. Je pense qu'avec lui, on peut envisager la paix. Mais finalement, l'Union européenne, elle s'est l'otanisée. C'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui gouverne l'Union européenne. Et ce sont les intérêts qui occultent, qui pilotent l'OTAN, qui aujourd'hui pilotent ces gouvernants qui agissent comme chacun comme des tyrans, et qui veulent précipiter nos peuples dans l'horreur de la guerre. Je n'arrive pas à comprendre que les gens ne comprennent pas ce que nous sommes en train de risquer en ce moment. Je n'arrive pas à comprendre qu'ils ne comprennent pas que si nous n'agissons pas, nous aurons cette guerre. Nous connaîtrons cette guerre. Des villes entières en France seront détruites. Des enfants vont mourir, des femmes vont mourir. Je ne comprends pas. Je comprends pas que les gens
ne comprennent pas ce que nous sommes en train de risquer. Et je vous assure que si on arrive à retrouver en tant que peuple notre souveraineté, si on arrive à la revendiquer par des actions très simples, demain, si on est 1, 2, 3 millions, 4 millions, c'est pas beaucoup sur 65 millions de Français à signer cette pétition, c'est fini. L'occupant de l'Élysée dégage. La représentation nationale redevient une émanation du peuple français. C'est vrai qu'il n'y a eu aucune communication sur cette pétition. Moi-même, je ne savais pas qu'il y avait une pétition pour la destitution sur le site. C'est très bien que vous disiez ça, Anna. C'est très bien, parce qu'il faut que les gens comprennent ça. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire, là, la discussion que nous sommes en train d'avoir. Elle n'aura jamais lieu sur une chaîne mainstream. Personne ne pourra dire ce que je suis en train de dire sur une chaîne mainstream, de la façon dont je le dis. Il y aura un animateur qui vous dira « Vous n'êtes pas autorisé à dire cela ». Si c'est pas en direct, on le coupera au montage. Si c'est en direct, on vous expulsera et on vous insultera. Parce que vous êtes en train de tenir ces propos. Et on vous traitera de fou. Il faut bien que les gens comprennent que la vérité, c'est pas aujourd'hui sur les chaînes mainstream qui vont la trouver. Ils sont lobotomisés. On leur lave le cerveau avec une propagande qui finalement les amène à ne plus penser par eux-mêmes, mais à penser comme pensent les chaînes qui, aujourd'hui, ressassent et répandent la propagande du pouvoir. Et donc, il n'y a que par eux-mêmes, aujourd'hui, que les gens peuvent se révolter. Il ne faut pas qu'ils comptent sur la moindre aide au niveau médiatique. Ils ne l'auront pas. Donc aujourd'hui, on n'est pas très nombreux. Vous le faites avec votre chaîne. Moi, je le fais avec mes petits moyens. Je parlais d'Olive Olive, je pourrais parler de Charbel, je pourrais parler de Marty Ducanda, je pourrais parler de Morgane, je pourrais parler d'Axel, je pourrais parler de Lolo, je pourrais parler pardon à tous ceux que j'ai oubliés, ils sont nombreux aujourd'hui sur les réseaux, de manière marginale. Il y a même certains d'entre eux, enfin, je ne les ai pas nommés, mais il y en a certains sur les réseaux qui, eux aussi, fonctionnent comme les chaînes mainstream, qui sont là pour justement décourager les gens, pour leur dire à quoi bon, pour leur dire ça ne sert à rien, pour transformer le peuple français en peuple aquaboniste. C'est l'aquabonisme aujourd'hui qui règne sur ce genre de réseau ou sur les chaînes mainstream. Et il y a des gens qui vous disent « mais ça ne sert à rien de faire ça, c'est pas utile de faire ça ». C'est pas ça qu'il faut faire, mais ils ne vous proposent rien en même temps, vous voyez. L'aquabonisme. Voilà. Le peuple français vaut mieux que l'aquabonisme. Et donc, il faut prendre conscience aujourd'hui que signer cette pétition, c'est se donner une chance d'empêcher la France de basculer dans la guerre. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Chaque signature, c'est-à-dire que chaque personne qui signe doit faire signer une personne, qui elle-même doit faire signer une autre personne. Et je vous assure que ça n'a l'air de rien comme ça, une pétition, mais quand vous commencez à avoir des millions de gens sur une pétition, vous commencez à identifier un peuple. Est-ce qu'il y a une date butoir pour la signature ? Le plus vite nous obtiendrons les 100 000 signatures, le plus vite nous pourrons contraindre la représentation nationale à déclencher la saisine de la Haute Cour. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est une assemblée fantoche qui fait beaucoup de bruit, qui s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans les autres pays du monde, qui ne s'intéresse absolument plus à ce qui se passe dans notre pays. L'autre jour, entre 2h et 4h du matin, j'exagère un peu, mais il n'y avait personne à l'Assemblée nationale, ils ont voté une loi qui va autoriser le pouvoir à rentrer dans votre portable, à utiliser votre caméra, voilà. Simplement parce que quelqu'un va vous soupçonner de je ne sais quel complotisme. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, il faut agir sur la représentation nationale. Ce sont des gens qui veulent être réélus. Et il faut leur expliquer que s'ils continuent à être complices du pouvoir actuel, ben, ils ne seront pas réélus, on ne votera pas pour eux. Et puis surtout, il faut dire aux gens qui prennent conscience que s'ils ne se prennent pas en main et s'ils n'affichent pas manifestement leur volonté de ne pas entrer en guerre contre la Russie, ben, c'est ce qui va arriver.
ils vont réussir à la déclencher, cette guerre. Parce qu'il faut vraiment se dire qu'on a beaucoup de chance d'avoir en face un président comme M. Poutine, avec sa patience. Parce qu'aujourd'hui, la France est co-belligérante. S'il était un fou dangereux, il pourrait considérer que la France étant co-belligérante, elle a déclaré la guerre à la Russie. Non. Il ne le fait pas. Il parle calmement. Il parle posément. Vous savez, la Russie n'a jamais attaqué personne. Les guerres de la Russie ont toujours été des guerres défensives, jamais offensives. Même les guerres de Pierre le Grand. Quand Pierre le Grand a remporté ses victoires qui lui ont donné accès à tous ces territoires, l'accès à la mer Noire, l'accès à tous ces territoires sur la Baltique, même ces guerres-là étaient des guerres défensives, parce qu'il fallait s'opposer à l'expansionnisme d'un Charles XII de Suède, par exemple. Charles XII, lui, était expansionniste, c'était le patron de l'OTAN de l'époque, qui voulait menacer justement déjà les frontières russes, et Pierre le Grand s'est opposé à lui. Il y a eu cette guerre du Nord, qu'on a appelée ainsi la guerre du Nord, où d'abord il a commencé à perdre, il a perdu la première bataille, et puis il a mis 9 ans à reconstituer son armée, à trouver la solution pour vaincre Charles XII. Il a fini par vaincre Charles XII, avec cette faculté extraordinaire qu'ont les Russes de s'adapter à toutes les situations pour se délivrer des gens qui la menacent. Et là, la Russie était menacée par Charles XII, et bien la Russie a trouvé une solution pour vaincre Charles XII en 1709. Et si vous voulez, même ces guerres-là étaient des guerres défensives. Charles XII était expansionniste, il menaçait la Russie. Elle s'est défendue et elle a redéfini ses frontières ainsi. Hein. À un moment donné, quand on gagne une guerre, on obtient un butin. Hein, et à un moment donné, les frontières se sont redéfinies. Les frontières de la Russie en ont bénéficié. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a toujours été comme ça. Avec Napoléon, ça a été comme ça. Avec Hitler, ça a été comme ça. Et avec l'OTAN, ça sera comme ça. Mais si les Russes ne commencent jamais les guerres, si les Russes n'attaquent personne, si les Russes ne commencent jamais les guerres, les Russes savent les finir. Et on ne gagnera pas contre les Russes. On ne sera pas plus fort que Napoléon, on ne sera pas plus fort qu'Hitler, on ne sera pas plus fort que Charles XII de Suède. Donc, si on a le malheur d'attaquer les Russes et de leur faire la guerre, on perdra cette guerre. Il y aura des millions, des dizaines de millions de morts. Le pays sera entièrement détruit pour rien, puisque de toute façon, on ne gagnera pas contre les Russes. Les Russes gagneront. Les Russes gagneront toujours, parce que les Russes se défendent. Et vous savez, est-ce que vous savez quel pourcentage de gagner un siège a une armée qui assiège une citadelle? Pas du tout. 5%. L'assiégé est toujours plus puissant que l'assiégeant. L'assiégé est toujours plus fort que l'assiégeant. Et c'est pour ça que les Russes gagnent leur guerre défensive. C'est parce qu'ils ont compris que lorsqu'on se défend, on est plus fort. Donc, on ne perd pas son énergie à attaquer qui que ce soit. On met son énergie à savoir se défendre. Et les Russes savent se défendre. Toute leur histoire, ils ont su se défendre. Et ce n'est pas le petit gringalet qui occupe le siège de président à l'Élysée qui va faire peur aux Russes. Hein, ils n'ont pas eu peur d'Hitler, ils n'ont pas eu peur de Napoléon, ils n'ont pas eu peur de Charles XII de Suède. Ce n'est pas le petit gringalet qui va leur faire peur, ni Madame von der Leyen, ni qui que ce soit de l'Union européenne. Les alliés des Russes aujourd'hui, c'est les Chinois. Les alliés des Russes aujourd'hui, c'est... Les 3/4 de l'humanité aujourd'hui sont alliés des Russes. Et vous croyez qu'on va gagner contre les Russes? Donc il vaut mieux en finir avec ce projet tout de suite, avant qu'il n'ait des conséquences irréparables. Donc plutôt que d'aller faire la guerre
aux Russes, hein, d'aller faire une guerre qu'on va perdre, de toute façon. Hein. Il vaut mieux arrêter cette histoire. Arrêter de nous mêler de cette histoire entre les Ukrainiens et les Russes, qui doivent se mettre d'accord entre eux. Et ça va s'arranger entre les Ukrainiens et les Russes, lorsque l'Union européenne ne s'en mêlera plus. Vous savez, moi, connaissant les Russes comme je les connais, je pense que même on peut même imaginer, moi ça ne m'étonnerait pas du tout, que si un accord de paix est pris, la Russie donne de l'argent aux vétérans ukrainiens qui se sont battus, aux familles des vétérans. Vous savez, c'est dur pour les Russes de se battre contre des Ukrainiens. C'est dur pour les Ukrainiens aussi de se battre contre les Russes. Ce sont des frères qui se battent contre des frères. Bien sûr qu'il y a des vieilles rancœurs, il y a des vieilles détestations qui remontent à... C'est séculaire. Et puis la construction de ce pays qui est très jeune, l'Ukraine, et en même temps très ancien. Elle est sujette à beaucoup d'interprétations différentes de l'histoire, par les uns, par les autres. C'est très complexe. Il y a des haines ancestrales entre les Ukrainiens de l'Ouest et les Ukrainiens de l'Est, qui sont plus russes, et les autres plus polono-lituaniens, on va dire. Il y a la mémoire de ce qui s'est passé pendant l'opération Barbarossa, avec les bandéristes qui ont exterminé les bolcheviks. Vous savez, il y a des vieilles rancœurs. Et vous savez, quand il y a des rancœurs comme ça dans une famille, il faut que le linge sale se lave dans la famille. On n'a pas, nous les voisins, à se mêler de ce qui se passe dans cet appartement. Ça ne nous regarde pas. Cette histoire ne nous regardait pas. Et ce conflit entre les Ukrainiens de l'Est et les Ukrainiens de l'Ouest, arbitrés par les Russes, se serait réglé assez rapidement si l'Union européenne n'avait pas instrumentalisé ce conflit pour attirer la Russie dans un piège, parce que c'est ce qui s'est passé. La Russie, elle a essayé longtemps de négocier, et puis finalement, ils ont fait ce qu'il fallait pour que la Russie intervienne. Et c'était pour affaiblir la Russie. C'était pour amener la Russie là où elle en est aujourd'hui. C'était pour finalement amener l'Union européenne là où elle en est aujourd'hui, au service de l'OTAN. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'Union européenne. Les Américains vont s'en sortir. Tout le monde va s'en sortir. Nous n'allons pas nous en sortir, nous les membres de l'Union européenne. Nous allons perdre encore du pouvoir d'achat, nous n'en avons plus déjà. Hein. On nous a menti. On nous avait fait croire que l'Union européenne, ce serait davantage de pouvoir d'achat. On n'en a jamais eu aussi peu. On nous avait fait croire que l'Union européenne, ce serait la fin des guerres. Et ils se sont servis de l'Union européenne pour inventer une guerre, pour la créer, pour nous attirer dans ce piège, dans ce chaos. Donc, évitons au moins les horreurs de la guerre. Nous connaîtrons les horreurs de la banqueroute, de la faillite économique, de la disette, de la famine, du manque de ressources. Nos pays vont être ruinés si nous ne sortons pas de l'Union européenne, si nous ne fabriquons pas notre monnaie, et nous allons être dépendants de cette banqueroute. Il faut absolument très très vite sortir de l'Union européenne. C'est pour ça que dans les prochaines élections présidentielles, on ne pourra voter ni pour les uns ni pour les autres, puisqu'ils sont tous pour rester dans l'Union européenne. Nous ne pourrons voter que pour un candidat qui nous demande et nous propose d'en sortir le plus rapidement possible. Donc, tant qu'on ne sera pas sorti de l'Union européenne, nous serons enterrés vivants dans cette faillite. Mais, au moins, évitons-nous ce que nous voyons aujourd'hui, ces images de la guerre qui demain peuvent être les nôtres. Et évitons ce désastre. Si déjà on évite ça, on aura évité le pire. Le reste, on s'en remettra. La guerre, on s'en remettra jamais. À part ceux qui l'auront déclenché, hein,
qui seront dans leur bunker, tranquillement, hein, à siroter des cocktails en regardant le monde sombrer dans le chaos. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis vont s'en sortir de leur côté, puisqu'ils ont détruit l'Europe. La Russie propose avec les BRICS un système qui, à mon avis, est tout à fait vertueux, harmonieux, permettant justement aux peuples d'être souverains, d'avoir leur souveraineté monétaire, des échanges économiques réglementés avec une valeur de l'argent qui est une valeur vertueuse et pas une valeur, j'allais dire, sujette à caution. Et je pense que la France, elle, aujourd'hui, plutôt que de s'engager dans l'agonie de l'Union européenne en tant qu'acteur et en tant que héros de cette agonie, je pense qu'elle aurait tout intérêt à créer quelque chose autour de la francophonie. Aujourd'hui, si je devais avoir un projet politique, moi ce serait celui-là. Ce serait finalement de non plus jouer la carte de cette Union européenne qui n'aurait jamais dû exister, parce qu'on avait un marché commun, c'était suffisant. L'union politique était absurde, elle était impossible, elle était impensable vu notre histoire. Les États-Unis, voilà, ce qui était possible aux États-Unis, c'était possible. Finalement, l'Union européenne, c'est les États-Unis. L'Union européenne possible, c'était tous ces migrants qui partaient de l'Europe pour s'installer sur une nouvelle terre, ensemble. Mais ce n'était pas maintenir les États-nations et en faire des régions. C'est pas possible, ça. C'était pas possible. Et donc, en fait, moi, je pense que la France, autour de la francophonie, elle peut créer quelque chose qui résonne harmonieusement avec les BRICS. Et au lieu d'humilier les peuples, la France devrait aujourd'hui voir ce que la langue française peut créer comme point d'union et de collaboration avec les pays qui aiment notre langue, notre culture, malgré ce que la France a pu leur faire dans le passé. Je crois qu'il faut restaurer l'image de la France dans ces pays autour d'un lien qui soit un lien collaboratif, un lien pour une France nouvelle et qui se développerait à travers la francophonie. Et ça, c'est un projet politique, je pense que personne aujourd'hui ne défend, mais qui pourrait donner à la France un nouvel espoir, j'allais dire, de rayonnement dans le monde. Un rayonnement culturel, un rayonnement économique, un rayonnement politique. Mais pour ça, il faut sortir de ce système. Et déjà, il faut que le peuple français, pour sortir de ce système, il faut qu'il retrouve sa souveraineté, il faut qu'il la revendique, il faut qu'il signe cette pétition. Et il faut qu'on soit des millions sur cette pétition à dire « Nous sommes le peuple français, nous sommes le souverain. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. » Cette pétition pour la destitution du président, c'est pour la destitution de la guerre que nous la signons. Parce que ce président veut la guerre. Donc nous ne voulons pas la guerre. Donc nous destituons le président pour destituer la guerre. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette couverture ? Je vois un homme qui fonctionne sur le temps long. Les Russes fonctionnent sur le temps long. Parce que sur le temps long, on peut construire. Et en fait, le regard du Gaspadin président Poutine, on le voit, il est braqué sur l'horizon. Il est braqué sur le lointain. Et c'est un regard à la fois poétique, à la fois humaniste, serein, parce que cet homme sait qu'il a la confiance de son peuple, et il sait que s'il a la confiance de son peuple sur le temps long, c'est parce qu'il sait l'écouter, il sait écouter son peuple. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut arrêter de titiller l'ours de la taïga, parce qu'il est patient, Poutine, mais à un moment donné, vis-à-vis de son peuple, il ne pourra plus accepter qu'on vienne à ce point le provoquer et à ce point le menacer. Donc, il sera obligé de répondre. Mais cet homme, il a la sérénité des êtres qui savent qu'ils ont la conscience de l'avenir et la confiance du peuple qui les a portés aux responsabilités. C'est un homme serein, c'est un homme conscient,
c'est un homme confiant. Et franchement, je pense que faire partie de son peuple, c'est déjà, comment dire, faire partie de ce qu'il exprime. Et c'est ce que j'ai ressenti en Russie. C'est qu'il y avait une identité réelle entre le peuple russe et son président. L'autre, c'est un bon gars, mais qui semble extrêmement préoccupé par lui-même. Et ça, je trouve ça rassurant. Pourquoi? Parce que ça veut dire aussi qu'il est moins sujet à la domination des tiers. C'est une grande gueule. C'est pas quelqu'un qui peut s'en laisser compter. Et c'est donc quelqu'un qui a un coefficient de résistance, je dirais, à toute forme de tentative de contrôle de sa propre identité, sa propre conscience, son propre jugement. Donc il regarde en face, il regarde les gens en face. Il ne s'en laissera pas compter, mais il regarde la façon dont on le regarde et il est prêt à la riposte. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la construction sur le long terme. C'est quelqu'un qui est plutôt dans la légitime défense. Mais ça me rassure parce que ce n'est pas quelqu'un qu'on peut contrôler comme ça. Il a l'arrogance dans le sourire des gens qui, comment dire, se sentent suffisamment costauds pour ne pas se soumettre à des puissances qui voudraient les manipuler. Il y en a sûrement derrière lui, mais ça doit être moins facile avec lui qu'avec les autres. Voilà. Mais c'est un homme de spectacle. Là, vous avez un homme de spectacle, et là, vous avez un homme de... J'ai envie de dire un homme de l'art. C'est pas pareil, l'art et le spectacle. Le spectacle, ça peut être n'importe quoi. L'art, ça demande un savoir-faire, et ça demande un savoir-être. Mais ces deux personnes-là vont construire le monde de demain. Ils vont s'entendre. Et je pense qu'aujourd'hui, chacun a une proposition différente. Moi, ce qui me manque sur cette photo, c'est quelqu'un qui représente la France et qui soit à l'image du peuple français et qui propose, lui, quelque chose de différent, mais qui soit en résonance avec l'harmonie que ces deux personnes peuvent nous aider à retrouver dans le monde, en empêchant les puissances sataniques de s'emparer de ceux qui, à l'heure actuelle, veulent l'entraîner vers le chaos. Écoutez, merci beaucoup pour cette interview très intéressante. Et nous avons une petite surprise pour vous, chers abonnés d'Omerta. Monsieur Lalanne va nous interpréter un titre, ou plusieurs, je ne sais pas. Alors, vous voulez à la guitare ou vous voulez au piano? Écoutez, on peut commencer à la guitare. On a aussi un piano pour vous, si vous le souhaitez. Je fais le piano. Moi, j'aime bien la guitare, parce que comme ça, je reste près de vous. Okay. Mais, promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Pense à moi comme je t'aimerai. Tu me délivreras, tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes. Tu verras, on se retrouvera.